En août 2025, les autorités maliennes arrêtent Yann Vesilier, lieutenant-colonel présenté par Bamako comme un agent de la Direction générale de la sécurité extérieure, DGSE, française, opérant sous couverture diplomatique au sein de l'ambassade de France à Bamako. Il est par la suite condamné à 20 ans de prison ferme pour atteinte à la sûreté de l'État, une qualification pénale parmi les plus graves qui soient dans tout système juridique. Cet événement s'inscrit dans une séquence de rupture profonde entre Paris et les pays membres de l'Alliance des États du Sahel, AES, Mali, Burkina Faso, Niger. Depuis 2021, ces trois États, gouvernés par des juntes militaires, ont procédé à l'expulsion des forces françaises, Barkhane puis Takuba, à la fermeture des ambassades françaises et à la dénonciation des accords de coopération militaire. La condamnation de Vesilier représente, selon les observateurs, une escalade qualitative inédite. On ne rompt plus seulement des accords, on juge et on emprisonne un ressortissant français accrédité. Du côté malien, le général Assimi Goïta, chef de la junte au pouvoir depuis le double coup d'État de 2020 à 2021, et les institutions judiciaires qu'il contrôle étroitement. Du côté français, le gouvernement qui nie catégoriquement toute implication de Vesilier dans des activités d'espionnage, invoquant son statut diplomatique et les protections afférentes. La tension entre Paris et Bamako ne naît pas de cet épisode, elle en est le produit cumulatif. Plusieurs contradictions structurelles la rendaient, sinon inévitable, du moins hautement probable. La coexistence, pendant des décennies, d'une souveraineté formelle et d'une dépendance réelle. Le Mali indépendant depuis 1960 a maintenu avec la France des liens de coopération militaire, économique et diplomatique qui, selon les dirigeants de l'AES, relevaient davantage de la France-Afrique que d'un partenariat entre égaux. La présence d'agents de renseignement sous couverture diplomatique, pratique banale entre États, mais politiquement explosible lorsqu'elle est exposée publiquement, illustre cette tension entre fiction juridique de l'égalité souveraine et réalité des rapports de force asymétriques. Le discours souverainiste des juntes sahéliennes, fondé sur la dénonciation de l'ingérence française, avait besoin pour se consolider de preuves tangibles. L'arrestation d'un agent présenté comme membre de la DGSE fournit précisément ce matériau politique. Il semblerait que la junte ait attendu de disposer d'éléments suffisamment documentés ou présentés comme tels, avant de franchir ce seuil symbolique. La multiplication des expulsions de diplomates français, les rhétoriques de plus en plus agressives des autorités de transition, et les précédents de condamnation par contumace d'anciens responsables politiques liés à Paris, auraient dû signaler que Bamako n'excluait plus aucune option. Le déclencheur immédiat semble être l'arrestation d'août 2025, présentée par les autorités maliennes comme s'inscrivant dans le cadre d'une tentative de déstabilisation du régime Goïta. La question du timing est cruciale. Pourquoi à ce moment précis? La junte malienne, confrontée à une insécurité persistante, malgré la présence des forces Wagner/Africa Corps, a pu chercher à produire un ennemi extérieur identifiable pour détourner l'attention des difficultés opérationnelles sur le terrain. En condamnant publiquement un agent français, Bamako envoie un message à l'ensemble des acteurs occidentaux présents sur son sol. Toute activité de collecte de renseignements sera désormais traitée comme un crime contre l'État, immunité diplomatique ou non. Cette lecture reste contestée. Certains observateurs estiment que Bamako a délibérément choisi un dossier symboliquement fort, un officier de la DGSE, plutôt qu'un profil moins exposé, précisément pour maximiser l'impact politique de la condamnation. Trois types de légitimité s'affrontent ici de manière frontale. Paris se réclame de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques 1961, qui établit le principe d'inviolabilité des agents diplomatiques accrédités. Arrêter, juger et condamner un diplomate en exercice constitue, selon cette lecture, une violation manifeste du droit international coutumier. Bamako oppose à cette argumentation le droit souverain de tout État à poursuivre les personnes qui attentent à sa sécurité nationale sur son territoire, y compris lorsqu'elles se dissimulent derrière une accréditation diplomatique utilisée à des fins contraires à sa vocation. Il convient de rappeler que la Convention de Vienne elle-même prévoit la possibilité de déclarer un diplomate persona non grata, mais pas de le juger.
Le Mali franchit ici une ligne que le texte conventionnel ne cautionne pas explicitement. Sur les réseaux sociaux, comme le relève la source, une vague de soutien se manifeste parmi les panafricanistes. Cette légitimité morale et historique, celle d'un État africain qui ose défier son ancienne puissance coloniale, est réelle et politiquement exploitée par la junte. Elle ne valide pas juridiquement la condamnation, mais elle lui confère une portée symbolique qui dépasse largement les frontières maliennes. Le Mali est un producteur d'or parmi les plus importants d'Afrique subsaharienne. La réorientation des partenariats économiques vers la Russie, la Turquie, les Émirats arabes unis modifie les équilibres d'influence. Paris perd progressivement sa capacité à peser sur les décisions économiques de Bamako, ce qui réduit ses leviers de pression. La présence du groupe Africa Corps, ex-Wagner, au Mali, recompose entièrement les architectures sécuritaires. La Russie, qui ne dispose pas des mêmes intérêts historiques et coloniaux que la France dans la région, bénéficie politiquement de chaque friction entre Bamako et Paris. La Chine, plus discrète, maintient une présence économique croissante sans s'exposer aux critiques d'ingérence. Les sanctions de la CEDEAO, levées depuis, et les conditionnalités des institutions de Bretton Woods ont paradoxalement renforcé le discours souverainiste des juntes qui y voient la confirmation que l'Occident cherche à les déstabiliser par tous les moyens disponibles. La condamnation est présentée comme une victoire de la souveraineté. Elle sera vraisemblablement utilisée comme argument dans les négociations diplomatiques futures et comme signal adressé aux autres puissances occidentales encore présentes dans la région. Paris se retrouve dans une position délicate. Reconnaître la condamnation reviendrait à valider la compétence des juridictions maliennes sur ses agents accrédités. La nier sans moyen de pression effectif expose la France à une impuissance diplomatique embarrassante. Il semblerait que Paris cherche à minimiser médiatiquement l'affaire tout en activant des canaux discrets pour obtenir la libération de Vézillier. Dans les pays de l'AES, le soutien populaire aux juntes, déjà significatif, pourrait se consolider autour de cet épisode. En France, la discrétion médiatique sur l'identité réelle de Vézillier traduit une gestion du récit visant à éviter toute pression publique supplémentaire. C'est ici que réside le nœud le plus complexe de l'affaire. La Convention de Vienne de 1961 établit clairement l'immunité de juridiction pénale des agents diplomatiques, article 31. Cependant, cette immunité est personnelle et peut être levée par l'État accréditant, c'est-à-dire la France. Paris n'ayant pas levé cette immunité, la procédure malienne est, en droit international classique, irrégulière. Bamako pourrait opposer deux arguments. Premièrement, que l'agent utilisait sa couverture diplomatique pour des activités contraires à ses fonctions officielles, ce qui constituerait un abus de statut. Deuxièmement, que les circonstances particulières de la rupture des relations diplomatiques modifient les obligations conventionnelles réciproques. Il n'existe pas de mécanisme international contraignant pour faire respecter l'immunité diplomatique lorsqu'un État hôte décide délibérément de ne pas s'y conformer. C'est bien en cela que l'affaire constitue, comme le suggère la source, un cas d'école pour les juristes internationalistes. Des négociations discrètes aboutissent à un arrangement permettant le retour de Vézillier en France, en échange de concessions non publiques de Paris, indicateurs à surveiller, discrétion médiatique prolongée côté français, visite de délégation discrète à Bamako, annonce de coopération technique bilatérale, Bamako maintient Vézillier en détention comme monnaie d'échange stratégique. Paris durcit le ton diplomatiquement sans passer à l'acte. La condamnation devient un symbole permanent de la rupture. Indicateur. Absence de libération dans les 6 mois, durcissement des discours officiels des deux côtés, multiplication des expulsions de ressortissants. La France expulse des ressortissants maliens, gèle des avoirs ou active des mécanismes de pression économique. Bamako répond par la nationalisation d'actifs français ou l'expulsion de l'ensemble des ressortissants. Indicateur. Déclaration officielle de rupture des relations diplomatiques, saisine d'instances internationales. Plusieurs précédents méritent d'être mobilisés. L'affaire des infirmières bulgares en Libye, 1999 à 2007, illustre comment la détention de ressortissants étrangers peut devenir un instrument de négociation géopolitique prolongée. Plus proche du contexte africain,
L'expulsion des ambassadeurs français du Burkina, du Mali et du Niger rappelle les ruptures de la période de décolonisation, mais avec une intensité inédite depuis les années 1960. La comparaison avec les pratiques russes, notamment la détention de citoyens américains utilisés comme monnaie d'échange, révèle que Bamako adopte une grammaire diplomatique jusqu'ici réservée aux grandes puissances. C'est précisément ce changement de registre qui rend l'événement structurellement significatif. Les éléments de preuve retenus contre Vézillier par la justice malienne ne sont pas publics. On ignore si le procès a respecté les standards minimaux d'équité procédurale. L'identité réelle de Vézillier, diplomate, agent de renseignement ou les deux, reste non vérifiable de l'extérieur. La source disponible est un commentaire militant à forte tonalité panafricaniste, ce qui implique une survalorisation des actions de la junte malienne et une sous-représentation des arguments juridiques opposables. Une analyse équilibrée nécessiterait l'accès aux positions officielles françaises détaillées et aux actes de procédure maliens. Les conditions réelles de l'arrestation, la nature précise des preuves produites, l'état de santé et les conditions de détention de Vézillier et surtout l'existence ou non de négociations parallèles discrètes entre Paris et Bamako. La condamnation de Yann Vézillier marque-t-elle le début d'une doctrine sahélienne de souveraineté pénale offensive, utilisant l'appareil judiciaire national comme arme diplomatique contre les anciennes puissances tutélaires? Et si oui, quelles implications cela a-t-il pour l'ensemble du droit international des immunités diplomatiques à l'ère des ruptures post-coloniales?